Bonjour, on est le lundi 17 mai 2021 avec une journée pluvieuse. Il ne cesse de pleuvoir, mais encore une fois, je vous répète, en ce lundi 17 mai, la température est très bonne. C'est pas une question, le problème n'est pas une question de température, c'est qu'on a de fortes humidités avec de nombreuses tombées de pluie. Hier et avant-hier, on a eu de la grêle, complètement de la grêle, hein, qui est tombée. Donc on voit que c'est juste une question d'humidité et de fraîcheur, mais sans plus, parce que la température est très bonne. Vous pouvez sortir, même à la rigueur, vous sortez en torse nu, vous allez être mouillé, c'est juste ça, mais il fait bon. Il fait bon. Ceci étant dit, je vais voir une vidéo très importante ici, qui va concerner euh, les coniques. Les coniques en général, au travers de leurs équations. Bon, il y a plusieurs types d'équations, mais ici, cette vidéo aussi va concerner, si vous voulez, les équations paramétriques. Alors, si vous restez, je veux dire, vigilant tout le long de la vidéo, je vous le conseille, parce que c'est très intéressant, cette vidéo aussi. Parce que généralement, les gens, ils font des amalgames, hein. D'abord, vous posez la question à une personne, vous demandez, ouais, quelle est la... Ça ne se fait pas de dire ça, mais bon, si vous demandez à quiconque qui fait des études, ouais, quelle est l'équation paramétrique voilà, d'une hyperbole, bah, il ne vous répondra pas, il ne saura pas vous répondre. Parce que bon, de un, bon, il se désintéresse de ça, de un. Et de deux, c'est parce que bon, les hyperboles, c'est pas que voilà, on les traite au fin fond. Je veux dire, quand on fait ses études, hein, on traite des hyperboles. S'il y a des études qui les traitent au fin fond, mais même quand elles traitent au fin fond, des choses, je veux dire, elles n'attirent pas l'attention sur l'équation de paramétrique parce que c'est beaucoup plus les équations cartésiennes qui sont utilisées, donc plutôt que les équations paramétriques. Encore faut-il, hum, voilà, quand vous voyez les coniques, encore faut-il entrevoir les équations paramétriques des différentes coniques. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. On étudie, généralement quand on travaille avec les équations cartésiennes parce que c'est plus facile. Voilà, quoique, bon, il n'y a pas de difficulté à travailler avec les équations paramétriques, je vais vous le voir ici. Je vais vous le montrer justement ici. Mais je veux vous demander quand même de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il me semble que des gens ne suivent pas toutes les vidéos jusqu'à la fin, ce qui est un tort parce que dans ces vidéos-là sont les vidéos que je suis en train de faire sont des vidéos qui sont meublées d'informations. Meublées. Donc je vous conseille de les consulter jusqu'à la fin. Bien que parfois j'ajoute des informations entre eux, ce qui fait que ça peut paraître, la vidéo peut paraître longue, et elle peut paraître, je veux dire, à un moment donné, vous allez me dire, ouais, bon, j'esquive le sujet. Non, non, j'esquive pas le sujet, je suis dans le sujet, mais je ramène d'autres informations complémentaires qui fait que parfois euh, je, je détourne un petit peu le sujet sans le détourner, je suis toujours dans le sujet, mais parfois les gens perdent le filon. Et donc après bon, alors que le filon, s'ils étaient restés jusqu'à la fin, bon, ils auraient vu bon, des choses très intéressantes, alors que bon, j'ai juste quitté pour voilà, mon cheminement pour expliquer des choses intermédiaires. Et c'est ce qui va se passer ici aussi. Je vais expliquer les coniques, les différentes coniques au niveau des équations paramétriques, mais à un moment donné, peut-être que je vais quitter le filon pour revenir sur un cheminement qui est toujours celui des équations paramétriques. Alors c'est pour ça que je vous dis de rester très attentif du début à la fin. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, bon, je peux dire, vous n'êtes pas obligé de regarder, c'est la démocratie ici. Si un sujet voilà, ne vous intéresse pas, vous pouvez le quitter, il n'y a pas de problème. Si vous n'en avez pas besoin, ben, il n'y a pas besoin de savoir ça. Voilà. Mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, la première des choses à savoir, c'est que, bon, les coniques, qu'est-ce que c'est? Je vous ai toujours dit, je rappelle encore une fois, les coniques, ce sont des courbes qui proviennent d'un cône. C'est-à-dire, on a découpé suivant des plans définis et on peut avoir le cercle. Le cercle est une conique. Bon, maintenant, j'attire votre attention. Le cercle, on peut l'étudier à part, hein. Certains étudient le cercle à part. Bon, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le cercle que pour finir, on en fait un objet d'étude à part, séparé.
Voilà, donc on ne va pas les mettre avec les coniques, on va les faire des études sur les cercles séparément. Donc dans les coniques, on va plus étudier les hyperboles, paraboles et ellipses. Parce que il va de soi que le cercle, c'est naturel, on l'étudie naturellement. Donc il y a tellement de choses à dire sur le cercle qu'on en crée un domaine, qui est voilà, l'étude du cercle. L'étude du cercle. Donc, ce qui veut dire que moi, l'étude du cercle, je suis pas obligé de le mettre dans les coniques parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le cercle. C'est juste ça. C'est comme quand on étudie le triangle, il y a tellement de choses à dire sur les triangles, comme il y a tellement de choses à dire sur le cercle. Ça en fait toute une géométrie. La géométrie plane, généralement, ce qui ressort de la géométrie plane, ce sont les droites, les cercles, et voilà, les droites et les cercles avec les triangles. Quand vous retirez les triangles, les cercles, les droites, tout ce qui est bien sûr traitement sur une droite, bisectrice, médiatrice, tralali, tralala, et le rapport de segments, ben, je veux dire, vous retirez tout ça, il ne reste plus rien de la géométrie. Hein. Il ne reste plus rien de la géométrie. Bon, voilà, vous retirez les cercles, les triangles. Les triangles, déjà, quand vous étudiez la géométrie plane, les triangles, bon, ça en constitue, je veux dire, voilà, un élément de base. L'étude du triangle est un élément de base de la géométrie plane. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le triangle, comme il y a tellement de choses à dire sur le cercle. Bon, c'est pour ça que le cercle, on le retire du lot des coniques. On étudie dans les coniques ben, les ellipses, les paraboles, les hyperboles. Alors je dirais plutôt, bon, c'est tout des noms. Je dirais plutôt ellipses, les hyperboles, on étudie les hyperboles, cercle, les ellipses, les hyperboles. Parce que ellipse et hyperbole, c'est presque la même chose. Hein. Bon, au niveau des équations cartésiennes, en tout cas, il y a qu'un moins qui change. Il y a un moins, petit moins qui change dans l'équation, bien sûr, réduite. Hein. L'équation réduite, c'est celle qui est centrée, soit horizontale ou verticale, peu importe. Donc là, on a la parabole. Bon. Donc on a des courbes. Ce sont des courbes dans le plan. Ceci représente toutes des lieux de points. Ce sont des lieux de points. D'ailleurs, elles sont définies par l'entremise de lieux de points. Hein. Ce sont toutes des lieux de points dans le plan. Alors, c'est pas dans l'espace, parce que si vous êtes dans l'espace, une hyperbole devient un hyperboloïde. Hein. Un cercle devient une sphère. Voilà. Si une ellipse, oui, j'ai marqué ellipse. Une ellipse devient un ellipsoïde. Et la parabole, un paraboloïde. Donc, vous voyez qu'il y a le retenant dans l'espace. Bon, ici, je suis pas dans l'espace, je suis dans le plan. Ellipse. Bon, je fais juste une correction et puis je continue parce qu'ici, il manque un S. Donc, ça, ce sont tous des lieux de points. On a 4 lieux de points qui constituent des coniques et qui proviennent, si vous voulez, de transformations. Enfin, je veux dire, oui, des transformations. On a pris des plans dans l'espace, on a coupé un cône suivant certaines façons pour obtenir voilà, ces figures planes. Donc, elles proviennent, si vous voulez, de l'espace. De l'espace, on en crée des figures planes. Après, je vais vous montrer une petite, voilà, un site qui va vous montrer un petit peu comment construire déjà l'ellipse. Le cercle, c'est facile. Hein, vous coupez un cône et vous regardez par le haut, vous avez directement de toute façon, ça, je le ferai. Hein, les coupures là que je vous explique, je le ferai. C'est parce que bon, je ne suis pas encore à ça pour l'instant, donc je le ferai un jour. Donc, je ferai les coupures qui vont vous donner le cercle, l'ellipse, l'hyperbole, la parabole. Je le ferai, il n'y a pas de problème. L'ellipse, on peut l'obtenir avec 2 sphères dans un cône. Voilà, un plan tangent entre 2 sphères et un cône, voilà, dont les points de tangence sont comment on appelle ça, les foyers de l'ellipse. Donc, c'est des coniques parce qu'elles proviennent d'un cône. Bon, généralement, quand vous étudiez les lieux de points, généralement, vous avez des équations. Les plus faciles, c'est d'avoir des équations d'une courbe bien sûr dans un repère. Hein, je vous le dis tout de suite, pour avoir des équations, il faut un repère. Hein. Donc on suppose qu'ici, je dirais même un repère orthonormé qui est posé. Un repère orthonormé, je m'excuse, est posé.
Ce qui veut dire que si un repère orthonormé est posé, ces lieux de point M du plan vont répondre à des équations. Alors, les équations, ben, il y a différents types d'équations. Si on est dans le plan, c'est f de xy, ça a deux variables, égale 0. Alors, donc ça veut dire que à toute courbe que je vais appeler C pour courbe, donc derrière f de xy se cache une courbe. À toute courbe C, qui est généralement un lieu de point, on a f de xy égale 0, et bien sûr un repère orthonormé étant posé. Donc on a bien une relation qui existe entre les variables x, y, pour lesquelles on a une équation f de xy égale 0. Et ça, c'est la condition. Bien sûr, c'est une condition nécessaire. Il est nécessaire d'avoir ceci pour avoir un lieu de point M. Pour avoir un lieu de point M qui appartienne bien sûr à la courbe, il est nécessaire d'avoir cette condition-là. Il est nécessaire d'avoir cette condition-là. C'est nécessaire. Mais, en d'autres termes, c'est une condition suffisante. Il suffit que l'on ait cette condition-là pour que le point M appartienne à la courbe. Donc c'est une condition, si vous voulez, nécessaire et suffisante. C'est une condition nécessaire et suffisante. Pour qu'un point M appartienne à la courbe, il suffit que f de xy soit égal à 0. À ce moment-là, le point M appartient à la courbe. Bien sûr, si le point M, bien sûr, vérifie cette condition-là, c'est-à-dire le point M d'abscisse x et d'ordonnée y, hein, c'est-à-dire de coordonnées xy. Voilà, et ça, donc un point M appartiendra à la courbe s'il vérifie l'équation f de xy égale 0, qui est une condition nécessaire, mais aussi une condition suffisante. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'un point M appartienne à une courbe C. Alors on pourra dire qu'inversement, la courbe C représente graphiquement la relation à deux variables f de xy égale 0. C est, si vous voulez, la représentation graphique, si vous voulez, de la fonction f de xy égale 0. Voilà. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les équations cartésiennes. C'est-à-dire que on a besoin de deux variables, x et y, pour qu'un point vérifie qu'il appartient au lieu de la courbe, ben, il suffit que f de xy égale 0. Bon, ça c'est assez simple, vous le faites assez souvent. C'est ce que vous faites le plus souvent, je veux dire, voilà, dans les devoirs, dans les examens, aux examens, au niveau du cours, le professeur qui vous parlera au niveau des équations, quelles qu'elles soient, d'une courbe, que ce soit n'importe quelle courbe, il le fera en fonction, bien sûr. Attention qu'ici, je ne suis pas en analyse. Hein. Je ne suis pas en analyse de fonctions. Hein. Je ne suis pas dans les fonctions. Je suis dans, voilà, dans les dessins de courbes. Hein. Donc, je vous rappelle que je peux être aussi bien dans les deux. Je peux être aussi bien dans les deux. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris un exemple il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus c'était quoi l'équation. Je ne sais plus. C'était 3x carré moins quelque chose. Moins 2. Je ne sais plus combien c'était. Sur 3x moins 5. Voilà. En gros, c'était quelque chose comme ça. Je sais plus. Je peux le faire ici. Voilà, je vais le faire ici.
il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu ceci. Plus 5x moins 5 sur... Donc c'est une parabole, parce que c'est 12 degrés, divisé par 3x moins 5. Voilà, et vous voyez que ça donne une hyperbole. Alors ici, je ne sais pas si c'était 2x. Je ne sais plus. Alors, il y avait une asymptote qui était x est égal 5 tiers. Ouais, et normalement, l'autre c'était, si je m'en souviens, y est égal à 1x plus 7 tiers. Et ouais, c'était celle-là. C'est exactement cette courbe-là. Heureusement que je m'en rappelle. Je m'en rappelle encore parce que ça date d'il n'y a pas longtemps, donc je m'en rappelle. Voilà, j'avais fait ça. Donc ça, c'est une fonction. C'est une fonction qui est régie par une équation f. Enfin, je m'excuse, qui est régie par des variables x pour lesquelles le y égale f de x. Mais c'est une fonction, c'est-à-dire que pour un x, on ne peut pas avoir 2y. Pour un x, on ne peut pas avoir 2y. On peut avoir 0 ou un y. Par exemple, si je prends le point 5 tiers, il n'y a pas d'y, puisque c'est une asymptote. Il n'y a pas d'y. Une fonction peut ne pas avoir d'y. Maintenant, si je prends le point 2, je vais aller chercher le point 2. Regardez, je vais faire passer une droite x égale 2. Voilà, je suis en 2. Eh bien, je vais calculer f de 2. Ça fait 11. Donc le point de 11 appartient, si vous voulez, à la courbe. C'est ce que ça veut dire. Donc ce qui veut dire pour un x, j'ai un y. Un seul y. Dans ce cas-ci, parce que je peux ne pas avoir d'y comme là où il y a l'asymptote. Voilà, donc je vais faire y, je vais tracer y égale 11. Voilà, et là, j'ai une intersection avec le point 2. Donc c'est le point 2, 11. Voilà. Là, il y a une intersection. Donc, soit il n'y a pas d'intersection, comme au niveau du lieu de l'asymptote, je peux avoir des boules où il n'y a pas de point. Hein, voilà, elle peut ne pas être définie en un point, il n'y a pas de problème. Ou avoir une asymptote, elle n'est pas définie en ce point-là. Une asymptote, bien sûr, verticale. Une asymptote verticale. Là où il y a une asymptote verticale, le point n'est pas défini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'existence. Vous ne trouverez pas d'y pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'y. Par contre, pour les autres points, soit il y a un y ou soit il n'y en a pas. Mais il ne peut pas avoir deux y. Par contre, maintenant, regardez, donc ça, je suis en analyse. Voilà, je suis en analyse. Voilà. Alors bon, si je veux le rendre... si maintenant, je construis ceci, x carré plus y carré égale 4. Voilà, ici, c'est 4. Donc, c'est un rayon de 2, hein. Donc, je dois descendre. Pour le voir, je dois dessiner un rayon de 2. Voilà. Alors ça, c'est plus une fonction. Le cercle là n'est plus une fonction parce que pour un x, j'ai deux y. Je vais dessiner une droite qui va passer là. Je peux même voilà. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le mettre en oblique. Alors, regardez que je vais chercher l'intersection. Bon, je l'ai écrit intersection, mais je peux aller au menu. Hein. Au niveau du menu, je peux faire l'intersection. Hein. Je vais le faire ici pour une fois en commande. Intersection. Alors le cercle, il s'appelle... comment s'appelle le cercle? Comment est-ce qu'il a dénommé le cercle? C. L'intersection qui est le cercle. Et la droite, elle s'appelle K. Et voilà, il vous donne deux points d'intersection. Oui, non, je m'excuse, je ne peux pas faire en oblique. Oui, là, il y a deux points d'intersection en oblique, mais pour vous montrer que ce n'est pas une fonction, je dois le faire en vertical. Oui, je me suis trompé. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas une fonction, je le prends au niveau vertical. Voilà. C'est plutôt au niveau vertical qui est... Et là, on a une intersection. Intersection.
section, la conique avec la droite qui est cette fois-ci L. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a deux points d'intersection, qui est H et I. Il a créé deux points H et I. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est pas une fonction. Pour l'étudier en tant que fonction, vous devez décomposer en 4 parties. Parce que pour un X, vous avez 2 Y. C'est pas une fonction. Voilà. Alors bon, on va étudier ça soit en géométrie analytique dans le plan, ou en géométrie plane, ou peu importe. En tout cas, c'est pas une fonction. Mais là où vous avez posé un repère, c'est-à-dire soit en analyse vous posez un repère, ou soit dans les géométries analytiques vous posez un repère, mais ce type de courbe n'est pas une fonction. Donc étudier une courbe, c'est pas toujours des fonctions. C'est pas toujours des fonctions. On n'a pas toujours des fonctions. Donc, mais c'est pas parce que c'est pas une fonction que je peux pas l'étudier. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais me ramener à l'analyse, voilà, la géométrie analytique. Je peux même faire des études analytiques et des études synthétiques, mais les études synthétiques, c'est pas parce que c'est synthétique qu'il n'y a pas de calcul. Hein. Bon, je peux faire des études analytiques avec du calcul dedans et des études synthétiques avec des propriétés, mais c'est pas parce qu'il y a il y a des propriétés qu'il n'y a pas de calcul. Hein. C'est pas parce qu'on passe par le synthétique qu'il n'y a pas de calcul. Hein. On peut avoir du calcul dans le synthétique. Donc je peux étudier les courbes au niveau analytique, au niveau synthétique, c'est pas un problème. Mais le problème il n'est pas là. C'est que en fait, étudier une courbe, ben, on peut l'étudier en analyse, ou on peut l'étudier en géométrie analytique. Ou tout simplement faire de la géométrie synthétique. Il n'y a pas de problème. On peut faire de la géométrie analytique, la géométrie synthétique. Mais ça peut, on peut avoir des équations là-dedans dans les géométries. Mais dans tous les cas de figure, quand on a un repère orthonormé, la courbe C, c'est pas forcément une fonction. Ça peut être une fonction comme c'est pas une fonction. Quand je marque f de x, y, oui, f de x, y, c'est f. On pourrait croire que f est une fonction. F, j'ai mis le terme f. Bon, c'est vrai que c'est trompeur. C'est trompeur parce que c'est pas forcément une fonction. Hein. Je peux appeler ça phi. C'est trompeur. Hein. Parce que dire f, on croirait que c'est une fonction. Non, c'est pas forcément une fonction. Donc c'est moi qui crée l'amalgame en mettant une lettre f. Donc ce que je vais faire ici, c'est de mettre une courbe qui va s'appeler phi. Phi de f de xy. Comme ça, bon, je bannis pour celui qui pourrait penser qu'on a forcément une fonction. Non, c'est pas forcément une fonction. Hein. Les coniques ne sont pas des fonctions. Hein. Si je prends le cercle, oui, une conique peut être une fonction si je la décale d'un certain angle, qu'il n'y a plus de points de coupure, si, par rapport à la verticale. Hein. Ouais, par exemple, ici, vous voyez que ça, c'est une pure conique. Hein. D'ailleurs, je l'avais fait dans une vidéo. Si je prends la fonction suivante, cette fonction-là, ça, pour l'instant, c'est une fonction, mais si je fais une rotation de cette fonction-là, vous allez avoir, pour un x, vous aurez 2y. Pour l'instant, il n'y en a pas. La conique là, voilà, il y a, pour un x, c'est soit 0y ou un y, donc elle est fonction, mais si je fais une rotation, elle n'est plus fonction. Hein. Si vous faites une rotation de cette courbe-là, c'est fini. Hein. D'ailleurs, moi j'avais fait une rotation, je veux dire, pour l'étudier en tant que conique, pour rechercher ces éléments. D'ailleurs, ça a été fait, la vidéo a été faite, pour rechercher les foyers, directrices et tout ce qui s'ensuit, cercle principal, cercle secondaire. Ben, j'ai dû faire une rotation pour le ramener, bien sûr, à ce qu'on appelle une hyperbole, parce que c'est une hyperbole, avec des asymptotes qui ne sont pas perpendiculaires, donc c'est une asymptote équisept ici, puisque vous voyez que les asymptotes ne font pas 90 degrés. Quand on a 90 degrés, au niveau des asymptotes, on a ce qu'on appelle une hyperbole équilatère. Mais ici, c'est une hyperbole équisept, c'est-à-dire qu'on n'a pas 90 degrés entre les asymptotes. Mais, donc si je tourne cet asymptote, que je mets à un certain angle, qu'est-ce qui va se passer? Fatalement, on n'aura pas de fonction, on aura une conique qui est une hyperbole, parce que c'est une conique, ça. Hein. C'est une conique, si on l'étudie, on peut l'étudier en tant que conique, mais il faut la réduire, faire une rotation, faire deux translations, hein, enfin, ou plutôt une translation en x et en y, ou deux translations, une suivant y, une suivant x, ou alors vous faites d'abord x d'abord, et puis y, ou y d'abord et puis x, vous faites les deux en même temps. Voilà. Faites une pierre deux coups, faites la translation en xy. Voilà. Donc tout ça c'est pour vous dire que
si vous faites l'étude de courbe, ben, vous aurez une fonction en xy égale 0, c'est ce qu'on appelle faire une étude cartésienne. Faire une étude cartésienne. Bon. Alors, ceci étant dit, je ne vais pas voir les équations, justement, cartésiennes, puisque les équations cartésiennes des coniques réduites, elles sont très simples. Hein. C'est x carré plus y, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 pour la conique réduite qui est soit horizontale, verticale, suivant a plus grand que b pour l'ellipse. Vous aurez x carré plus y carré égale a carré pour le cercle. X carré sur a carré plus y carré moins, je m'excuse, x carré sur y a carré moins y carré sur b carré est égal à 1 pour l'hyperbole. Et on vous aurait y carré égale 2px pour la parabole. Donc, ça veut dire, voilà, vous avez les 4 équations cartésiennes des coniques. 4 équations cartésiennes des coniques. Mais ici, moi, je ne vais pas voir les équations cartésiennes, parce que le titre que j'ai mis, c'est les équations paramétriques. Bien sûr, on a toujours un repère orthonormé qui est posé. Et cette fois-ci, bon, on va passer des équations. On parle plutôt de paramétrisation cartésienne. Ça veut dire qu'on a des équations paramétriques, on est d'accord, mais on va quand même repasser par xy. On va quand même repasser par xy. Donc, c'est mieux de parler en tant que paramétrisation cartésienne, parce qu'on va repasser par xy. D'ailleurs, regardez, ce que je vais marquer, c'est x, y. Voilà, et là, à ce moment-là, on a h de t. Ça dépend d'un paramètre t. T étant un paramètre, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit paramètre, hein, c'est parce que t est un paramètre. Bon, qu'est-ce que c'est que le paramètre? Ça dépend. D'ailleurs, je vais faire des vidéos qui vont vous montrer qu'est-ce que c'est que le paramètre en fonction de l'équation paramétrique. Voilà, d'une conique à l'autre, le paramètre n'a pas la même signification. Donc, il y a ce qu'on appelle une signification paramétrique du paramètre dans les équations paramétriques des coniques. Bon, c'est pour ça qu'il faut voir au cas par cas. Voilà, c'est pas quelque chose, le paramètre n'est pas, c'est pas toujours l'excentricité. Hein. Oui, c'est l'excentricité, c'est l'anomalie. Je m'excuse, c'est pas toujours l'anomalie excentrique. Hein. Ce sera l'anomalie excentrique pour l'ellipse. Pour l'ellipse, ce sera l'anomalie excentrique. Ouais, le t sera l'anomalie excentrique, mais pas pour l'hyperbole, pas pour les cercles. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très attention à ce t là. Qu'est-ce que c'est que ce t? Ben, il faudra justement le définir, lui donner une signification géométrique en fonction de la courbe qui est étudiée. Donc ici, comme j'étudie les coniques, en fonction de la conique, il faudra étudier à chaque fois que signifie ce t. Et je le ferai, c'est pas un problème. Hein. Je vais faire l'étude pour chacune des coniques, pas ici dans cette vidéo bien sûr, qui va montrer qu'est-ce que c'est que ce t. Alors mais ça, c'est pas suffisant, parce que on peut décrire donc une courbe. Bien sûr, c'est toujours une courbe hein, que je vais appeler phi. C'est la courbe phi. Mais cette fois-ci, phi est donnée par voilà, des équations, une paramétrisation cartésienne, parce qu'on repasse par xy, on revient en xy quand même, quelque part. Mais une paramétrisation avec le paramètre qui était ici, une paramétrisation cartésienne. Et ça, ce sont des équations, c'est un couple de paramètres, d'équations paramétriques. C'est un couple d'équations. C'est un couple voilà, d'équations paramétriques. Et donc on exprime x et y en fonction d'un paramètre qui est t. Et le problème, c'est que ici, il faut faire très attention. Par rapport au cartésien, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que vous devez préciser le domaine. Attention à ça. Attention, parce que le domaine doit être précisé obligatoirement. Alors ici, je dirais que le domaine appartient de T0 à T. À T1. Voilà. Il faut toujours, ici, vous devez toujours donner le domaine. Parce que sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon. Si vous ne donnez pas de domaine, c'est pas bon. Contrairement au cartésien, bon, ouais, même dans le cartésien, il y a un domaine, hein, c'est pas ça. Mais ici, bon, si vous ne mettez pas le t dans quelle mesure il va varier, bon, c'est pas bon. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de mettre x est égal à h de t, y égale g de t. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors maintenant, je vais pratiquer un à un les, comment est-ce qu'on appelle ça, les équations des paramétriques
du cercle, de l'ellipse, de l'hyperbole et de la parabole. Je vais faire une à une. Et je vais les construire, bien sûr. Bien sûr, si je vous dis que je vais le faire, je vais les construire une à une. Mais avant toute chose, je vous avais dit qu'au départ, ce qui se passait, c'est que j'allais peut-être me dérouter pour revenir pour finir avec dessiner le cercle, l'ellipse, l'hyperbole, la parabole par l'entremise de ces équations paramétriques. Mais avant toute chose, c'est cela que je vous dis, ne quittez pas les lieux, parce que généralement quand je déroute, les gens ils commencent à quitter les lieux. Je vais dérouter pour la bonne cause. Hein. Je ne vais pas dérouter pour voilà, faire perdre. De toute façon, vous pouvez encore avancer la vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo pour aller voir la suite. Bon, alors, ce que je voulais vous démontrer, maintenant, je vais me dérouter un petit peu. Je vais me dérouter, puis je reviendrai aux équations déconnées que je vais tout dessiner par après. Je reviens à ceci. Alors, vous allez toujours dans ce fameux site qui est ellipse. Bon, ça représente les coniques, hein, mais ici, c'est l'ellipse. Il y a les 9 équations de l'ellipse, les 9 définitions de l'ellipse, avec les paramètres qui sont là. Enfin, quand je dis paramètres, c'est pas le paramètre de l'ellipse, hein, c'est les paramètres, les données, ce sont les données concernant l'ellipse, c'est ça que je veux dire. Parce que le mot paramètre a plusieurs significations. Celui intrinsèque à l'ellipse, c'est celui-là qu'on utilise bon, dans la vie courante. Et moi, j'utilise paramètres, ça veut dire les éléments, les caractéristiques ici. Voilà, de l'ellipse. Vous avez les caractéristiques de l'ellipse, bon, tout qui est donné. Et alors, on peut avoir plusieurs équations. Et là, vous voyez que vous avez la paramétrisation cartésienne de l'ellipse. Voilà. Ici, vous avez la paramétrisation cartésienne de l'ellipse. Et alors, vous voyez que pour l'ellipse, T est l'anomalie excentrique. Mais ce n'est pas toujours le cas pour les autres courbes. Alors, vous avez A cosinus T, Y égale B sinus T. Et ça, c'est l'équation paramétrique, si vous voulez, la paramétrisation cartésienne de l'ellipse. Puisqu'à côté de ça, il existe l'équation polaire. Parce qu'il existe, il n'y a pas que les équations cartésiennes. Il y a les équations cartésiennes, les équations paramétriques, les équations polaires. Ici, dans ce cas-ci, il y a aussi l'équation polaire. L'équation polaire. Il y a les équations vectorielles. Les équations peuvent avoir toute forme de nature. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que bon, les équations cartésiennes, c'est celles les plus utilisées. Les plus utilisées dans les écoles. Bon, généralement, les gens ils aiment bien le cartésien. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bon, on peut jouer avec le paramétrique. Le paramétrique, c'est simple. Hein, il n'y a pas de complication à ça. Vous allez voir que c'est très simple. Au niveau des équations paramétriques, ça peut même parfois aider. C'est même parfois beaucoup plus simple que l'équation. Parfois, pour calculer une intégrale, on repasse par comment on appelle ça, les équations. C'est beaucoup plus simple par les équations paramétriques que par les équations cartésiennes. En mécanique, on repasse parfois par les équations paramétriques. Hein. Si vous faites de l'étude des mécaniques, l'étude voilà, de la cinématique, on va rechercher beaucoup ce qui est équation paramétrique. Parce que c'est facile. C'est facile, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas toujours difficile. C'est pas parce que vous voyez A cosinus T, Y égale B sinus T que c'est une complication. C'est un cosinus et un sinus. Il faudra bien vous. Et encore, la trigonométrie utilise ça. Puisque la trigonométrie, qu'est-ce que c'est? C'est x égale a cosinus t avec a égale 1. Et c'est y égale b sinus t avec b égale 1. Donc on a un cercle trigonométrique de rayon 1. Voilà, donc c'est ce que vous mesurez en x, c'est le cosinus, et ce que vous mesurez en y, c'est le sinus. Voilà, c'est juste ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la trigonométrie? C'est une paramétrisation cartésienne, voilà, puisque vous passez d'un paramètre, qui est l'angle θ, à un x. Donc, qu'est-ce que c'est que la trigonométrie? C'est une paramétrisation cartésienne, rien de plus. Hein, rien de plus. Hein. Voilà, quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, on passe d'un angle à une projection, si vous voulez, soit sur l'axe des x ou de l'axe des y. C'est juste ça. Bon, pour vous dire qu'il y a plusieurs équations, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, dans ce site-là, on rencontre les 9 définitions de l'ellipse. Hein, je peux vite le reparcourir à toute vitesse. C'est un déroutage que je fais, mais ça en vaut la peine. L'ellipse, bon, c'est une conique d'excentricité qu'on comprend entre 0 et 1, je vous le rappelle. 1, c'est la parabole. Au-dessus de 1, c'est l'hyperbole. Voilà, 0, c'est le cercle, où je crois qu'il y a, c'est rien du tout aussi, soit un cercle. 0, c'est cercle, c'est sûr et certain, c'est déjà un cercle. Voilà. Et alors, bon, ici, vous avez une ellipse, peut être définie au travers d'une conique. Voilà, intersection d'un plane et d'un cône. D'un cône et d'un plan. Vous avez une ellipse, intersection d'un cône et d'un plan. Là, vous avez l'ellipse qui est donnée comme une section d'une quadrique.
Voilà. Bien sûr, par un plan de coupure, enfin, par une coupure, par un plan, c'est ça que je veux dire. Et vous obtenez une ellipse. Bon, ici, c'est le tracé du jardinier par la définition bifocale. Voilà, il y a la définition bifocale. Donc, il y a aussi les équations, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les équations, on peut avoir des équations vectorielles. On peut avoir des équations de distance. Des équations de distance. Je vous dis, les équations peuvent prendre différentes formes. Distance, vecteur, cartésien, paramétrique, paramétrique alors polaire. Voilà, on peut avoir des équations polaires, et tout le tralala, et il n'existe pas que forcément un type d'équation. C'est la richesse des équations, c'est la richesse des mathématiques. Hein. Voilà, la richesse des mathématiques fait en sorte qu'il y a beaucoup d'écritures. On a d'innombrables écritures en fonction d'innombrables paramètres. Et donc ça c'est voilà, définition de l'ellipse par la méthode, par le, voilà, ce qu'on appelle la bifocale, deux foyers, voilà. Là, on peut avoir la construction d'une ellipse par, vous voyez, deux sphères dans un cône. Bien sûr, un plan tangent, on a un plan tangent aux deux sphères. Et donc, justement, là, je vous disais que les points de tangence seront les foyers. Alors, une autre définition, c'est par les courbes d'équidistance. Une autre définition, c'est par l'antipodère. Une autre définition, là c'est par les distances. Vous voyez que vous avez une équation par des distances. MF sur MH égale E. E étant l'excentricité, bien sûr, de l'ellipse qui est compris entre 0 et 1 ici, parce que c'est une ellipse. Donc c'est une équation de distance, de rapport de distance, je dirais. Et ça, la 4 c'est un peu la même chose. Hein. C'est simplement que MF plus MH', mais comme. Enfin, MF plus MF', mais comme MF', d'après cette équation-là, vaudra MH' fois E. Donc on l'intègre dans la bifocale. On a MF plus MF', mais comme MF' vaut MH' fois E, ben on a égal 2A. Ben c'est une nouvelle définition. Alors là, c'est la définition par les affinités, je vous l'ai montré, et c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, je vais vous montrer ceci avant de revenir en arrière. Mais avant toute chose, je vais vous montrer les dernières définitions. Hein. Celui-ci, c'est par la bande de papier. Il y a une définition par la trochoïdale. Voilà, il y a une définition par les diamètres conjugués, une définition par les courbes de Lissajous qu'on a dans les oscilloscopes. Déjà, vous manipulez l'oscilloscope pour pouvoir avoir les courbes de Lissajous. Il y a plusieurs types de courbes. Mais ça s'étudie. Hein. On peut avoir toutes les équations des courbes de Lissajous. C'est pas un problème, je peux le faire un jour. Bon, ici, je disais, par les affinités. L'étude des affinités, regardez bien. Donc les affinités, ça je vous ai déjà montré. Hein. Bon, il faut ce qu'on appelle, il faut un axe et une direction. Allez voir les vidéos, vous comprendrez. Et à ce moment-là, on a des rapports d'homothétie qui existent. Et là, vous voyez que l'ellipse peut être soit une affinité par rapport au grand cercle. Alors à ce moment-là, le x il ne bouge pas, mais le y, il y a une homothétie qui vaut b sur a, y. Voilà. Ou alors, si vous faites une affinité par rapport au petit cercle, j'ai fait la vidéo aussi, j'ai fait les deux séparément. Voilà. Et alors à ce moment-là, j'ai même fait les deux en même temps, il y a 3 vidéos dessus, qui vous montrent la construction de l'ellipse par contre-affinité, par contre-affinité. C'est la dernière vidéo que j'ai faite par contre-affinité. Voilà, et c'est la construction de Newton ici. Par contre-affinité, c'est la construction de Newton. Eh bien, regardez Newton, qu'est-ce qu'il va ben, il travaille par les affinités dans les transformés de Newton. Alors, qu'est-ce qu'il a étudié Newton? Regardez qu'est-ce qu'il est marqué ici. Notion étudiée par Newton. Alors, vous reconnaissez qu'on a f de xy égale 0, c'est une courbe. Ben, je vous l'ai dit, c'est l'équation cartésienne d'une courbe. Alors, qu'est-ce que c'est que là, à droite, on a x égale f de t, y égale g de t. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle la paramétrisation cartésienne, c'est ce que je suis en train de voir. Bon, alors qu'est-ce qu'il a étudié, Newton? Ben, Newton, il a étudié l'hyperbolisme par rapport à O et la droite x égale a. Donc à ce moment-là, il fait ce qu'on appelle une transformée. Le y va devenir x sur y, x fois y sur a. Donc la paramétrisation cartésienne va changer. Voilà, elle va changer. Parce que le y, le x,
si vous voyez, le x, il vaut f de t. Voilà. Et le y, il vaut... bon, je vais le ramener ici, vous allez voir, un peu plus clair. Parce que je peux pas discuter comme ça. Voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Vous voyez, paramétrisation cartésienne, bon, ça c'est tout à fait normal, mais ce qu'ils ont, ils ont oublié le domaine. Hein. Ils ont pas, mais il y a un domaine, ils l'ont oublié. Il faut toujours un domaine. Bon, voilà. Voilà. Ici, c'est les notions étudiées par Newton. Ah, c'est des notions étudiées par Newton. Et alors ici, bien sûr, il manque un domaine. Hein. T compris dans un domaine. T appartient à un domaine. Alors, si par exemple, ici, il n'a pas bougé au x, hein, il n'a pas fait de transformée sur x, c'est une transformée sur y, une affinité, il a fait une affinité sur y, parce qu'il a étudié Newton, hein, il a fait une affinité sur y, et il a étudié ce genre de courbe là. Donc, là, le g de t, le f de t, c'est x. Voilà. Donc, ce qui veut dire, ça c'est y. Le x, il est au dénominateur. Donc, ce qui veut dire que g de t, parce que c'est g de t qui m'intéresse, là, le g de t qui m'intéresse, c'est le g de t qui m'intéresse, ben, le g de t, ce sera égal à, bon, celui-ci va remonter à gauche, vous aurez x fois y, et le a qui est là, ben, il va diviser par a. Et c'est ça, la transformée, ben, vous allez avoir le y qui voudra ça, le g de t qui voudra ça. Et donc le f de t, c'est ça. F de t vaudra ça, x, et le g de t vaudra x, y. Enfin, alors si je fais l'autre, il a étudié a fois g de t sur f de t, là c'est ce qu'on appelle un hyperbolisme par rapport à l'origine, et à la droite x égale a. Voilà, il a étudié ce cas de figure là, x, y, x, l'équation cartésienne c'est x, y sera. Et maintenant, si il a étudié celui-ci aussi, qu'on appelle l'anti-hyperbolisme. Donc la transformée, bon, se fait ici toujours sur y. Le x, il ne bouge pas. Voilà, donc c'est d'axe x, si vous voulez. C'est de direction x. X étant la direction. X étant la direction. Et voilà. Donc le x, il ne va pas bouger. C'est sur la direction de x. Alors, ça va donner quoi? Alors, le G, là, on a A. Le Y, il est là. Donc, on aura A fois Y. Voilà. Le F de T, c'est X. Donc, que vaudra G de T? G de T est égal à A, Y. Et le X qui est au numérateur va descendre au dénominateur. Donc, c'est A fois Y sur X. Et donc, c'est bien ce qu'on trouve ici. A fois Y sur X. Voilà, et il étudie ça. Voilà, Newton a étudié ces quatre figures-là. A fois G de T sur F de T. Et Y vaut F de T sur G de T sur A. Et X ne bouge pas, bien sûr, c'est F de T. Parce que c'est une affinité, c'est une transformation de Newton qui est une affinité bon, dont on a un axe et une direction, avec une homothétie qui est celle donnée par voilà les rapports qui sont donnés ici. Donc l'homothétie, dans ce cas-ci, bien sûr, vous aurez compris que l'homothétie, elle est visible. Hein. Voilà, on a x, virgule, x sur a. L'homothétie, c'est x sur a, de rapport x sur a, puisque le y, il reste là. Voilà. Le y c'est y. Hein. Y, c'est rien. Donc l'homothétie, c'est x sur a. Par contre, l'autre, l'homothétie, c'est a sur x. A sur x, virgule, enfin, a sur x, y, sur le x, virgule, a sur x, y. Donc l'homothétie, là, c'est a sur x. Alors que là, c'est x sur a. Bon, ceci étant dit, bon, il a étudié ça, Newton. Et il a étudié toutes des courbes
caractéristique, au travers de cette entremise-là, voilà, là, vous voyez qu'il a étudié la transformation inverse xy, x fois y sur a. Donc, il parle d'anti-hyperbolisme. Oui, je viens de le voir ici. L'anti-hyperbolisme, c'est a fois y sur x. A fois y a fois y ici, il y a un petit problème, parce qu'il y en a un, il parle l'anti-hyperbolisme, c'est lequel? Enfin, bref, parce que c'est vrai qu'ici, donc l'hyperbolisme, c'est a y sur x, oui, l'hyperbolisme, a y sur x, a y sur x. Ouais, donc ils se sont trompés, hein. Ils se sont trompés, puisque, regardez ce qu'ils disent, ils se sont trompés ici, parce qu'ils parlent ici l'hyperbolisme d'une courbe s'écrit comme ceci. L'hyperbolisme, regardez bien, l'hyperbolisme du courbe s'écrit comme ceci. Oui, et ça c'est une hyperbole, hein. Y sur x c'est une hyperbole. Y sur x c'est une hyperbole. Ouais, donc ça c'est une hyperbole. Donc ils se sont trompés ici. Donc y sur x, ouais, ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que y sur x c'est l'hyperbole, c'est pas l'antihyperbolisme. Là ils se sont trompés, c'est l'hyperbolisme. Donc ça, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Donc je vais aller voir ici. L'hyperbolisme c'est y sur x. Bien sûr avec le facteur a, on s'en fout. Et le y sur x, voilà, le y sur x est ici. Donc ça, c'est de l'hyperbolisme. Donc il va là. Et l'hyperbolisme, il va là. Ils se sont trompés. D'ailleurs, regardez la suite. La preuve qu'ils se sont trompés. Donc l'hyperbolisme, c'est y sur x fois a. Par contre, la transformation x fois y sur a est anti-hyperbolisme. Donc vous voyez qu'ils se sont trompés. Donc x fois y sur a, c'est de l'anti-hyperbolisme et pas de l'hyperbolisme. Là, ça, vous le retrouvez, si vous voulez, là. La transformation inverse de x fois, qui est, bien sûr, quand ils disent, voilà, ça c'est l'anti-hyperbolisme. Quand ils disent inverse, c'est inverse par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir, je ne sais pas si on voit là ce que je suis en train de prendre là, voilà, il est là, ce qui est là, c'est l'inverse de ce qui est là. Ils sont tous les deux inverses parce que d'un côté on a y sur x et de l'autre côté on a, enfin d'un côté on a a sur x et de l'autre côté on a x sur a. Et l'hyperbolisme c'est y sur x. Hein. L'hyperbolisme c'est y sur x. Et l'anti-hyperbolisme c'est, voilà, je dirais même plus, l'hyperbolisme c'est a sur x. C'est quelque chose sur x. L'hyperbolisme c'est a sur x. Et l'hyperbolisme inverse c'est x sur a. C'est plutôt au niveau du a sur x qu'il faut regarder et non pas au niveau de y sur x. Parce que l'y il ne bouge pas lui. Hein. C'est le rapport de Montessi, c'est a sur x. Pour l'hyperbolisme, c'est a sur x. Puisque l'y ne bouge pas. Regardez. Je vais le faire dans une nouvelle feuille. Donc on a l'affinité, on a x, y. Bon, il étudie les courbes avec une transformation qui est une affinité géométrique, voilà, pour lequel on a de nouveau x, et là, à ce moment-là, on a y, mais avec un rapport de Montessi, l'un vaudra a sur x, et quand il fait ça, mais ça c'est de l'hyperbolisme, parce que le x est au dénominateur. Ça c'est de l'hyperbolisme. Maintenant, si il fait toujours une affinité géométrique, s'il étudie l'inverse de ça,
il fait toujours une affinité géométrique avec un axe. Bon, c'est un axe, une direction et un axe. Et on obtient bien sûr l'intersection qui sont des centres d'homothétie. On aura le x, il ne bouge pas. Et on a x sur y. X sur a. Y. Voilà. Alors, comme ça, c'est de l'hyperbolisme. Parce qu'on divise par 1 sur x, c'est une hyperbole. Hein. 1 sur x, c'est une hyperbole. Voilà. Et là, c'est l'inverse de l'hyperbolisme. Donc, c'est de l'anti-hyperbolisme. Voilà. Et c'est là que je vous dis qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Donc, tout ce qui est là, c'est bon. Tout ce qui est là, c'est bon. Si ce n'est qu'est-ce qui n'est pas bon, ben c'est au départ. Ouais, ce terme-là, anti-hyperbolisme, voilà, il doit aller à ce niveau-là. Voilà. Par contre, l'hyperbolisme par rapport à au de la droite x égale a, ce terme-là, il doit aller là. L'hyperbolisme, c'est a sur x. L'hyperbolisme, c'est a sur x, et non pas x sur a. Donc a sur x est l'hyperbolisme. D'ailleurs, ils vous le disent ici. L'hyperbolisme, c'est a sur x. Ah, a sur x. A sur x. Vous voyez que y, c'est fois a sur x. Ça, c'est l'hyperbolisme. L'anti-hyperbolisme, c'est x sur a. Donc il y a une erreur, une petite erreur. Bon, ça, c'est pas un problème. Bon, donc ceci étant dit, ben, il va étudier différents types de cercles. Hein. Bon, en fonction de ça, bon, il y a des exemples d'anti-hyperbolisme. L'anti-hyperbolisme, voilà, le cercle, différents types de cercles, les meniscates de Gérono, la quantique piriforme, le quartique, je m'excuse, piriforme, la parabole divergente, la parabole cubique, bon, c'est toutes des courbes, voilà, la visiera. Par contre, il y a de l'hyperbolisme pour la cubique d'Agnesi, le quartique de Kulp, l'œuf de Granville, l'anguiné, le cercle, voilà, différents types de cercles. Ils vous donnent, voilà, qu'est-ce qui est, ils vous donnent voilà, une séparation, lesquelles sont hyperboliques et d'autres pas. Et alors, il vous donne ici une paramétrisation cartésienne de la transformée de Newton des courbes donc ρ1 θ et ρ2 θ par rapport à xy qui vaut ρ1 t cosinus t, ρ2 t cosinus t et ρ1 t sinus t. Voilà, et ça vous donne certains types de courbes, hein, voilà, et on étudie l'hyperbolisme ou l'anti-hyperbolisme. Enfin, ceci étant dit, c'est pas ça que je voulais voir. Bien sûr, ça, c'est ce que j'ai dit que j'allais faire une petite halte, une petite entrevue, un petit déroutement. Bon, et là maintenant, je vais revenir à ce que je devais voir. Donc, ceci étant fait, revenons à nos moutons. Donc, vous voyez que une paramétrisation cartésienne, ben, ça s'étudie avec des courbes h de t et g de t, pour lesquelles on ramène à x, y, bien sûr, et ce qu'ils ont oublié, c'est un domaine. Dans le site que je vous ai montré, c'est un domaine. Et alors, la transformée de Newton, mais étudie au travers des affinités, bon, ce qu'on appelle l'hyperbolisme, bon, on peut tout étudier, hein, avec les équations paramétriques. Bon, j'aurais pu faire un cas de figure cinématique et étudier la cinématique par la paramétrisation cartésienne. Ici, je vous ai montré un exemple, voilà, de cas de figure d'études au niveau paramétrisation cartésienne au travers, bien sûr, de ce qu'on appelle l'hyperbolisme et l'anti-hyperbolisme. Par exemple. Donc, on fera l'étude, par exemple, par une étude de paramétrisation cartésienne. Alors, je vous rappelle encore une fois, et je ne le dirai pas, je ne cesserai de le dire haut et fort, bien, attention que le T dépend de ce que c'est. Hein. C'est pas toujours la même chose, le T. Hein. D'ailleurs, il faudra que je fasse des vidéos séparées qui vous montrent qu'est-ce que c'est que le T en fonction du cercle, en fonction de l'ellipse. Voilà. En tout cas, pour l'ellipse, je peux vous dire que c'est l'anomalie excentrique. Le T, c'est l'anomalie excentrique. Pour l'ellipse, pas pour les autres. Bon, et alors, bon, le T pour l'hyperbole et la parabole. Et bien maintenant, je peux commencer à traiter donc, les cas de figure. Alors, je vais prendre à chaque fois une page et le mettre en grand, mettre les formules en grand. Alors, je vais commencer par le cercle. Alors, je vais les faire une par une. Bon, on va faire d'abord le cercle. Alors, le cercle, bon, c'est assez simple. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est x égale a
cosinus. Bon, je vais mettre t à la place de θ. Je peux mettre θ. Hein. Je peux mettre l'angle θ. Bah, ici, je vais tout appeler t. Je peux mettre θ. Bah, ici, je dois appeler t. Bon, c'est par facilité. Voilà, parce que je dois marquer θ. Ici, ça ne m'arrange pas de marquer θ. Avec, bon, chaque fois, il faut que je... Je préfère pas parler de t. C'est plus facile pour moi à écrire, parce que j'ai pas de θ ici dans mon clavier. Donc, je préfère parler avec t. Comme ça, bon, je ne dois pas chaque fois redessiner le θ. Alors, y égale a sinus θ. Ben, si a égale 1, vous avez le cercle trigonométrique. C'est le cercle trigonométrique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ouais, ben, c'est ce que vous retrouvez en géométrie analytique, en géométrie, en trigonométrie, je m'excuse, en trigonométrie. Vous utilisez déjà ça, donc n'ayez pas crainte de ceci. C'est déjà quelque chose de connu, si ce n'est que ici, je mets un rayon A. Bon, maintenant, en géométrie, en trigonométrie, je m'excuse, le cercle là, il est, je veux dire, au centre. Il est lié au centre, à l'origine O du repère. Alors si vous voulez le décentrer, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ici je vais mettre un rayon. Hein. Je vais l'appeler rayon parce qu'ici je vais le décentrer avec une valeur A. Donc je préfère l'appeler rayon. Voilà, ça c'est le rayon. Rayon R. Alors, si vous voulez le décentrer, il n'y a pas de problème. Hein, vous le décentrez. Vous voulez le décentrer par rapport à quoi? À X, ben, vous mettez rajouter un A. Alors à ce moment-là, vous faites R cosinus θ. C'est ce qu'on appelle une translation. Hein. Vous faites une translation du cercle. Voilà. Alors vous le décentrez par rapport à Y, il n'y a pas de problème, vous mettez un B. Là, R sinus θ. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, sinus t, c'est pas sinus θ, c'est sinus t. Bon, parce que j'ai décidé d'appeler ça t et non pas θ. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais le dessiner sur GeoGebra. C'est assez simple. Hein. GeoGebra me permet de dessiner ça hein, sans aucun souci. On va dessiner le cercle par les équations paramétriques sur GeoGebra. Mais avant toute chose, vous rappelez qu'il y avait un domaine. N'oubliez pas ce domaine. Et ici, le domaine, bien sûr, le T appartient. Je vous l'avais dit, un domaine. Hein. Si vous ne mettez pas de domaine, c'est pas bon. Je dis, il y a toujours un domaine. Là. Les équations, là, la paramétrisation cartésienne nécessite toujours un domaine. Donc si vous ne mettez pas le domaine, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous dis que dans le site que je vous ai montré avec les différentes courbes, enfin la transformée de Newton, ben, c'était un cas de figure voilà, où il manipulait, si vous voulez, les équations paramétriques. Bon, on aurait pu montrer des autres exemples. C'est le premier qui est venu parce que je suis en train de voir les ellipses et que ce site-là, voilà, je suis en train de l'utiliser. Donc, fatalement, c'est ce qui m'est venu le plus facilement pour vous expliquer voilà ce qu'on peut faire avec les équations paramétriques. Mais j'aurais pu prendre des cas de cinématique. Quand j'étudierai la cinématique, vous allez voir que les équations paramétriques seront d'une utilité, je veux dire, sans précédent. Hein, d'une utilité sans précédent, parce que ça, tout va être simplifié. La simplification va être énorme par rapport aux équations cartésiennes. Donc, vous voyez que vous allez voir, même parfois pour les calculs de dérivés, je peux repasser par les équations paramétriques, hein, sans aucun souci. Bon, il n'y a rien de difficile là-dessus. Ce qu'il y a, il faut passer le pas et il faut s'habituer avec ça, parce que si chaque fois vous reculez par rapport aux équations paramétriques, ben, attention qu'il y a encore les équations polaires. C'est pas encore la même chose. Hein, c'est dans un repère polaire. Hein. Les équations polaires, c'est dans un repère polaire. Alors, c'est pour ça que ne mélangez pas tout. Hein. Ne mélangez pas. Voilà. Et sur GeoGebra, vous avez le repère polaire. Hein. Vous n'avez pas forcément que le repère. Voilà. Je vais vous montrer. Ici, bon, ça je vais éliminer parce que j'ai pas besoin. C'était pour vous montrer qu'on peut avoir soit des fonctions ou pas. Au niveau des courbes. Les courbes ne sont pas forcément toutes des fonctions. Parce que j'ai appelé f, mais bon, le f, c'est pas toujours une fonction. Hein. C'est pour ça que j'ai dû changer, parce que au risque d'avoir un amalgame, je préfère l'appeler phi. Le phi, on ne pense pas nécessairement à une fonction. Voilà, ça peut être une courbe qui n'est pas forcément une fonction. Comme l'ellipse n'est pas une fonction. L'ellipse n'est pas une fonction. Si vous voulez étudier l'ellipse en tant que fonction, il faut la diviser en 4. Faut la diviser en 4, vous étudiez le premier cadran, ou soit le deuxième cadran, ou le troisième, ou le quatrième cadran. Bon, alors je vous disais qu'ici, si vous voulez un repère qui n'est pas... Bon, ici, ça commence déjà les attaches. Et j'ai pas besoin de tout ça parce que je vais d'effacer tout ça. Bon, je viens d'effacer tout ça. Effaçons ceci. Alors, je disais que là, regardez bien, vous avez un repère, voilà, il y a différents types de repères. Hein. J'ai pas forcément que le repère cartésien.
Oui, ça c'est la grille, je m'excuse. Je suis en pleine grille, je sais pas pourquoi c'est plutôt là. Là, je peux avoir différents types de repères. Hein. Voilà, les axes. Voilà, vous pouvez changer les axes, c'est pas un problème, je peux avoir différents types d'axes. Je peux changer ça, je peux vous dire qu'on peut changer. Bon, j'ai pas envie de regarder ça maintenant. Voilà. Mais on peut changer. Un jour, quand je ferai du repère polaire, je mettrai un repère polaire. Je ne mettrai pas un repère XY. Alors, ceci étant dit, voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est de mettre l'angle. Et l'angle, il est compris entre 0 et 2π. Alors, 2π, il est ouvert ou fermé? Bah, ici, il est fermé, c'est normal. Mais dans mon cas, le 2π il a déjà été pris par le 0. Hein. Le 0, il a déjà pris le 2π, parce qu'on revient au même endroit. Donc, le 2π, je l'enlève. Et voilà. Et maintenant, je vais tracer ça par GeoGebra. Assez simplement. Tout simplement, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher donc X. Bon, tout d'abord, je vais mettre un curseur. Que je vais mettre ici. Un curseur qui va représenter bien sûr les angles, parce que T c'est un angle. Il va aller de 0 à 360. Ok. Et là, maintenant, je mets juste mon équation. X égale A cosinus. Oui. Ouais. Pas aller trop vite. Je vais remettre un autre rayon. Je vais mettre un deuxième curseur. Je vais remettre un deuxième curseur. Bon, celui-ci, j'ai pas besoin. Alors je vais remettre un curseur à droite. Qui va aller de 0 à 50. Et là, je vais mettre l'équation paramétrique x égale a cosinus alpha. Normalement, A il vaut 1. Il y a déjà une droite normalement. Normalement. Ah ouais, c'est parce qu'il m'a. J'ai oublié le fois. Voilà, là c'est déjà mieux. Alors où est cette droite? 7,5. On ne la voit pas parce que. Bon, je vais la redescendre. Hein. 17, là j'ai remonté. Je sais pas pourquoi je. Parce qu'il faudrait que je fasse un zoom. Un zoom arrière. Où est cette droite? Ben ouais, c'est la droite là. Elle est devant moi. C'est celle-là. Ouais, parce que je suis en X. C'est une droite verticale, hein, pas horizontale. Je cherchais la horizontale, mais en fait, c'est une verticale. Et donc, vous voyez que je peux la reculer. Bon, là, je suis en 7,5. Là, je la recule. Hein. Bon. Alors, normalement, je peux pouvoir la voir. Bon, je vais aller de moins 20 à 20 pour le... Alors, on va aller de moins... J'ai mis moins 50. J'ai mis 50, je vais aller de moins 50 à 50. Voilà. Alors, bon, l'angle, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait rien du tout. L'angle, il fait rien du tout. L'angle, il fait rien du tout, parce que... Bon, que voulez-vous qu'il fasse l'angle? L'angle, il fait rien du tout. Parce que les équations... Pourquoi l'angle, le paramètre, il fera rien du tout ici? Si vous mettez que x, le paramètre, il ne fait rien. Vous ne verrez pas le paramètre. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre la deuxième... il faut mettre le y. Et là, à ce moment-là, il y aura une action des deux. C'est une action des deux qui fait en sorte qu'on a une action. L'angle phi fait rien. L'angle phi, dans mon cas, moi, c'est alpha dans GeoGebra. Ici, c'était le paramètre. Mais sur GeoGebra, c'est alpha. Mais si je mets ça tout seul, il n'y a rien qui se passe. Vous devez mettre absolument la deuxième équation. Alors, ceci, je l'ai déjà mis. Hein, je l'ai mis de 0 à 2π par l'entremise du curseur. Hein.
Voilà. Et alors maintenant, là, vous allez voir apparaître quelque chose. Alors, vous allez voir apparaître. Parce que, attention qu'il y a une accolade. Ça veut dire quoi l'accolade? L'accolade, ça veut dire qu'il y a une intersection. Hein. Vous voyez, je vais la mettre ici. Il y a une intersection. Je le ferai après l'intersection, pas tout de suite. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Là, j'ai mis une accolade. Là. Je vais le mettre avec une couleur. Je sais pas quelle couleur. Ça. Je vais agrandir. Là, j'ai mis une accolade. Il y a une accolade entre les deux. Donc, quand vous mettez l'accolade, ça veut dire qu'il y a une intersection. Donc, mettre l'un tout seul, ça sert à rien. Ça sert à rien si vous mettez l'un tout seul. Il faut que vous ayez les deux avec une intersection. Donc, je vais mettre la seconde, et puis je vais mettre l'accolade, par l'entremise d'une intersection. Donc, celui-ci, il a déjà été fait. Maintenant, je vais faire celui-ci, et puis je ferai l'accolade. Ici. Donc, chaque chose en son temps. J'ai dessiné x égale h de t. Dessinons y égale g de t. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il a mis ça. C'est pas celui-ci. C'est celui-là. Y égale a. Bon, je duplique. A fois sinus alpha. Bon, alors maintenant, voyons voir où est cette droite horizontale. Cette fois-ci, j'ai une droite horizontale. Et vous voyez qu'il y a un point d'intersection. Voilà. Et c'est là, il donne une intersection. Mais maintenant, je vais mettre l'accolade. Parce qu'il donne l'intersection, mais bon, oui, quelque part, il me donne l'intersection, mais il me donne l'accolade, ok. Mais je vais la faire apparaître. C'est ça, quand je dis je vais mettre l'accolade, je vais la faire apparaître. Donc à ce moment-là, je vais la faire apparaître par une intersection de ceci et ceci. Et voilà, là je vérifie, là il vérifie. Bon, donc ça, il vérifie les deux équations. Ce point-là vérifie les deux équations. Les deux équations, on va dire, paramétriques. Il vérifie aussi la première et la seconde. Donc il vérifie pour x et pour y. Et donc maintenant, si je change l'angle, maintenant ça apparaît. Voilà, maintenant quand vous changez l'angle, le A varie. Alors qu'il quand vous changez l'angle, quand vous n'aviez qu'une paramétrisation en x, il n'y avait rien qui se passait. Voilà. Donc il faut absolument le x et le y, c'est ça que je veux dire, pour avoir l'intersection. Et donc là, à ce moment-là, on voit apparaître le A. Bon, mais ceci dessine un cercle. Si je vais de 0 à 360, vous voyez que ça dessine un cercle. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite que ça dessine un cercle. Alors pour ça, pour voir le cercle, ben, il suffit de faire une trace. Je fais une trace et je lance. Là, il est arrivé à 360, mais il va revenir en arrière parce qu'il fait une alternance. Hein. Voilà, il fait un dessin alterné. Voilà, alors maintenant, si je veux le décentrer en 2-2, je vais arrêter ça. Et je vais faire un cercle décentré en 3-2. Alors, on va mettre le X. Voilà, je peux mettre un A et je vais mettre décentré en 3. Alors maintenant, je vais lancer. Je l'ai décentré en 3. On voit qu'il est décentré. Hein. Mais maintenant, je peux le décentrer. Ça, je l'ai décentré en X. Je l'ai décalé par rapport à l'axe des Y. De 3 unités vers la droite, je crois. Bon, ça, c'est pas un problème. Maintenant, je vais faire un décalage. Ici, je sais pas ce que j'ai fait là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, ça m'intéresse cette courbe-là. Qu'est-ce que j'ai fait?
pas ce que c'est. Ah oui, oui, c'est parce qu'en fait, je fais varier le A et le alpha en même temps. Donc il me dessine, ouais, ça peut être intéressant à voir. Ouais, j'ai fait varier le A et bon, c'est intéressant à voir ça. Bon, j'ai pas fait exprès, mais bon, voyons voir ce que ça donne, pourquoi pas. Une belle petite courbe apparemment. Oula, pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pour simplement pour vous dire que toutes ces courbes-là, ici je ne l'ai pas fait exprès, je voulais tout de suite d'obtenir ça, mais c'est pour vous dire que tous ceux qui ont étudié des courbes, ils ont fait des essais comme ça, comme je suis en train de faire, ils ont dessiné ces courbes-là, vous faites de bouger tout ce que vous voulez, vous avez des nouvelles courbes ici, bon, c'est des courbes symétriques. Voilà, mais ici, c'est parce que j'aurais pu même l'avoir par rapport à l'axe des X. Je vais arrêter tout ça. Mais il faut que ça commence par un A bien précis, un alpha bien précis, parce que sinon, si vous avez peut-être un A différent, bon, je vais les stopper. Je sais pas où est mon curseur d'ailleurs ici. Tout a bloqué ici en fait. Oh, ben, là. Bon. J'arrête le curseur général. Je vais le remettre en 0,0. Là, il est décentré. Voilà. Bon, normalement, le A ne peut pas varier. Hein. Bon, ça c'est parce que j'ai obtenu ça parce que j'ai fait le A. Varier le A. Je fais varier le A, mais bon. J'ai fait varier le A, alpha et le A en même temps, mais le A il doit rester constant. Sinon, vous avez toutes sortes de courbes qui vont apparaître. Hein. Voilà, vous pouvez vous amuser là-dessus d'ailleurs. Hein. Vous pouvez vous amuser là-dessus. D'ailleurs, je me demande si je vais pas arrêter la vidéo et faire les autres à part. Parce que bon, le cercle, maintenant vous savez que l'équation paramétrique du cercle. Et je vais faire les autres. Voilà, comme ça, bon. Je vais arrêter pour. Le cercle, vous l'avez vu, hein, donc le cercle c'est assez simple. Vous connaissez déjà le cercle. C'est ça. C'est ça. Voilà, avec, si vous voulez mettre un décalage, vous mettez ça. Mais attention que le A doit rester constant. Hein. Ouais, le A et le R doivent rester constants parce que sinon ça vous donne toutes sortes de courbes voilà, comme ça. Ici c'est parce que j'ai fait varier le R, mais le R n'est pas variable, R c'est une constante. Hein. R c'est une constante. Sinon, si R est variable, vous obtenez, si vous faites varier T et T, normalement c'est T qui varie. T varie là, sa zone de variation elle est là. Mais R doit être constant parce que sinon vous avez des courbes comme je suis en train de faire là. Vous pouvez pas faire du n'importe quoi non plus. Hein. Bon, c'est bien pour avoir bon, des petits dessins comme ça, bon, certaines courbes. C'est intéressant à voir, mais bon. Donc dans cette vidéo-ci va ne concerner que le cercle parce que c'est vrai que j'ai 4-5 courbes à faire pour éviter qu'elle soit trop longue cette vidéo. Bon, vous voyez qu'on a plein des trucs intéressants quand on fait, je veux dire, des petites manipulations.
Donc ce qui veut dire que les autres vidéos, je risque de faire des manipulations telles que ça, pas forcément me restreindre à des équations paramétriques d'une ellipse, peut-être faire des manipulations pour essayer d'obtenir des petits dessins comme ça. Non, normalement c'est un cercle, hein. C'est parce que bon, j'ai fait varier le A, mais voilà, si je reviens à maintenir le A constant, vous allez avoir un cercle. Alors si vous faites plus A en X, vous allez avoir un décalage en X. Si vous faites plus B en Y, vous allez avoir un décalage en Y. Donc si vous faites tout simplement, voilà, un B en plus, vous allez avoir un décalage en Y. Si vous faites plus A, vous allez avoir un décalage en X. Et si vous faites là A et là B, bien sûr avec un plus, et le R étant constant, je vous rappelle, voilà, eh bien vous allez avoir le cercle est décalé en X et en Y. Et ça, c'est l'équation paramétrique du cercle, où T, ben, c'est l'angle, voilà, en fait, le T, il mesure euh, l'arc AM, si vous voulez. C'est l'arc. Enfin, je vous montrerai ça dans une vidéo. C'est ce que vous voulez en trigonométrie. Je ferai une vidéo, il n'y a pas de problème. Je vous dirai qu'est-ce que ça mesure, le T. Il mesure quoi? Mais c'est un arc, il mesure un arc. C'est comme en trigonométrie, il mesure un arc. C'est le θ. C'est l'angle θ. Bon, et ça fait une moustache. Ça fait une moustache. D'ailleurs, je vais compléter. Bon, si j'arrête là. Alors, je vais mettre. Bon, ça, ce serait le nez, par exemple. Parce que voilà, il y a la moustache et je mettrais courbé à deux yeux. Euh,
Ouais, vous pourrez continuer à faire un petit dessin. Voilà, ça c'est la moustache et ça c'est le nez. Vous pouvez continuer à faire un visage. Donc j'ai vu, ici c'est juste les équations donc paramétriques du cercle qui sont assez simples que vous devez connaître. Et je donnerai la signification que vous la connaissez puisque c'est s'agit de, comment on appelle ça, d'un arc pour le cercle. Et pour l'ellipse, ce sera voilà, l'anomalie excentrique. Voilà, je voulais faire les cas à part parce que c'est vrai que ça risque de prendre trop de temps si je commence à faire l'ellipse. Parce que je découvre qu'il y a une petite courbure comme ça intéressante. Donc il risque, voilà. Bon, voilà, je ferai l'ellipse à part. Je vous remercie.